vous êtes vous-même soumis à un conflit particulièrement intense. Donc là, vous bénéficiez de la protection subsidiaire dont le régime est de plus en plus, se rapproche de plus en plus du régime plus favorable du droit d'asile. Donc vous avez une masse importante de demandeurs d'asile, vous avez un critère qui est de plus en plus élargi, et vous avez un État qui accueille dignement le demandeur d'asile, mais vous avez un État, cinquième exposé dans cette question, dans ce propos, dans cette conférence sur l'asile, vous avez un État qui ne peut pas décider lui-même de l'attribution au cas du droit d'asile. Pourquoi? Parce qu'il a confié ça sous couvert ou pas de textes internationaux. L'État pourrait être un peu plus fin sur l'application des textes internationaux. Il s'est dégagé de toute possibilité de conduire une politique en matière de protection internationale. Je m'explique. Donc je reviens sur le parcours du demandeur. Le parcours du demandeur, il est sous deux prismes différents. Un prisme associatif, parce que l'État a délégué à des associations, c'est quasiment une délégation de service public à des associations, la gestion du parcours des demandeurs d'asile. Et l'État a délégué à des organismes indépendants, que ce soit une juridiction qui par nature est indépendante, mais aussi par le FRA, ça vous en avez entendu parler, il a délégué cette appréciation des critères que j'ai rappelés dans l'instruction de cette demande d'asile. Donc il ne peut rien faire à partir du moment où le demandeur d'asile est arrivé sur le territoire national, jusqu'au moment où il va être débouté dans 60% des cas, et là il aura beaucoup de mal à reprendre sa casquette d'État coercitif et à assurer le retour coercitif de la personne dans son pays d'origine. Et je ne vous parle pas des jurisprudences qui sont extrêmement protectrices, on y viendra, on peut y revenir tout au long de mon propos. Alors, quel est le parcours d'un demandeur d'asile? D'abord, il arrive dans une SPADA, c'est une structure de gestion de la première demande qui est gérée par une association. Ensuite, il est envoyé dans un GUDA. C'est à peu près le seul moment où l'État s'occupe de lui. Le GUDA, c'est le guichet unique des demandeurs d'asile qui est géré en préfecture. Et là, on va prendre les empreintes palmaires du demandeur d'asile pour voir s'il ne matche pas dans le système Eurodac, qui est un système qui justement permet à l'État de savoir si le demandeur n'a pas présenté déjà une demande dans un autre État, et dans ce cas-là, on le passe en doublé. Donc vous avez une première... Un petit point sur Dublin. Une petite parenthèse, c'est le dispositif qui existe depuis 90. Depuis 90, mis en œuvre en 95. D'accord, qui va être remis en discussion ou renouvelé en 2024. On en parle, oui, on en parle. C'est-à-dire, en fait, c'est un système. C'est un système de répartition au niveau européen. Oui et non. La répartition, c'est des fonctions sur lesquelles le Conseil des ministres européens de l'Intérieur s'est prononcé, c'est sur la relocalisation, donc le transfert, le partage du poids des demandeurs d'asile en Europe. Dublin, c'est un système qui est assez simple à comprendre. C'est le premier pays à accueillir, pas accueillir, mais dans lequel le demandeur d'asile met les pieds et le responsable de la demande. Alors évidemment, pour faire court, depuis 2011, avec le pic de 2015, les migrants, ils arrivent par trois voies. Ils arrivent par la Méditerranée occidentale, ça c'est des migrants de l'Afrique subsaharienne, des Marocains, des Algériens, ils passent par l'Espagne, donc ils arrivent et demandent l'asile en Espagne. L'Espagne est sur le premier front. Ça a beaucoup baissé. Ensuite, vous avez la Méditerranée centrale. Là, ces deux pays, c'est l'Italie et la Grèce, qui
qui ont beaucoup de difficultés à accueillir les migrants et surtout à traiter leurs premières demandes. Et ensuite, vous avez la Méditerranée orientale, encore un peu de Grèce, Malte, Chypre pas trop, c'est des conceptions. Oui. Malte, un peu de Grèce, et là, ça vient par la Turquie. Et si c'est pas Malte, la Grèce, ça remonte, Serbie, Hongrie, Allemagne. Et nous, on a tous les migrants de part et d'autre, l'Espagne, Espagne, Italie. Voilà, c'est les deux couloirs. Où vont les migrants? Ils ne veulent pas aller dans des pays comme l'Italie et l'Espagne, surtout l'Italie où ils n'ont pas beaucoup de ce que je peux faire de droits sociaux. Ils veulent travailler. Avant tout, le migrant, c'est un demandeur d'asile, mais parfois j'emploie le terme de migrant qui est un terme générique. Bon, le migrant, il veut un meilleur séjour, il veut une meilleure vie que dans son pays d'origine. Voilà. C'est grosso modo, c'est ça. Donc il ne faut pas le regarder avec commisération, surtout quand on a une histoire basée sur ce que je vous disais, les grands principes, qu'ils soient religieux ou philosophiques. On ne peut pas le regarder avec commisération. On peut juste essayer de faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y a un droit et qu'on ne peut plus accepter qu'il y a un détournement de ce droit. Moi, je le vois de façon comme ça, très juridique. Après, il y a une manière aussi, la responsabilité étatique et la responsabilité des décideurs de faire appliquer le droit. Et quand vous voyez la rhétorique des associations, eh ben, c'est vraiment l'accueil des étrangers pour son bien-être, puisque de plus en plus, et on va y arriver, les associations souhaitent que la question de l'environnement soit prise en compte. Alors, un pays qui est soumis à des conditions climatiques comme le Bangladesh avec sa mousson, que ce soit le Pakistan, que ce soit d'autres pays, il y aurait un fondement. Alors, je vous assure, on y viendra, puisque le tribunal administratif, je ne sais pas si c'est Bordeaux, mais en tout cas c'est dans le sud-ouest, a accueilli, on n'est pas en matière d'asile, mais on était en matière de retour sur le territoire national. On en viendra sur la protection de l'environnement, qui sera, à mon sens, un des nouveaux critères. Ce sera plus seulement les critères de la Convention de Genève, le combattant de liberté, qui est dans l'article, là dans le protocole, dans le préambule, pardon, mais dans la Constitution, on parle de combattant de la liberté, donc plus de toute personne qui agit, il y a les deux, protocole et Constitution, donc pas le combattant de la liberté, pas le persécuté, pas la personne qui bénéficie de la protection subsidiaire, pas la personne qui bénéficie de la protection temporaire, ça c'est pour les Ukrainiens. Ça sera une protection environnementale. Alors, j'ai fait une petite ellipse sur les Ukrainiens, ils ont bénéficié de la protection temporaire, vous n'aurez jamais entendu parler des Ukrainiens, pourquoi? Parce que ils appliquent la notion même du véritable demandeur d'asile, qui a toujours l'espoir de revenir dans son pays. En fait, l'asile, c'est temporaire. L'asile, vous n'allez pas dormir dans une église dans un temple pendant des années. On vous accueille, on vous protège, mais on essaie de négocier la sortie. La question de la notion de la trêve de Dieu au Moyen-Âge, c'est on gère pendant une certaine temporalité, mais ce n'est pas un dimina. Donc, les Ukrainiens, on n'entend pas parler. Donc, dévoiement du côté des Ukrainiens. On n'en voit pas, parce que c'est la plupart du temps des femmes et des enfants. Et il faut bien comprendre que le combattant de la liberté ou le persécuté, il a quand même, c'est une question de tempérament, je ne vais pas employer d'autres mots, il a quand même cette volonté, s'il est combattant, de rester dans son pays, pour combattre, pour se défendre, pour faire avancer les choses dans un champ lexical moins soutenu, et en tout cas, il reste dans la périphérie de son pays, c'est-à-dire dans des pays limitrophes, que pour l'Ukraine sont la Pologne, les États baltes, après un peu de Hongrie, un peu d'Allemagne, et enfin en France. L'Ukraine, c'est l'antithèse de... Ce ne sont pas des gens qui viennent pour des questions économiques. On sait, c'est un pays qui est en guerre, qui a été envahi, soyons clairs, qui a été agressé par un pays tiers. Bon, le temps qu'il y ait des combats, j'espère de tout cœur qu'il va y avoir une solution comme dans tout conflit.
Et puis lorsqu'il y aura une solution qui sera trouvée, eh bien, les Ukrainiens reviendront sur leur territoire national. En tout cas, la Pologne, vous savez qu'ils accueillent au moins 1 million de personnes. Donc nous, on prend notre part. L'Espagne prend sa part parce qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui habitaient l'Espagne. Donc c'est normal, c'est la solidarité familiale, communautaire, etc. Pour revenir dans le parcours du migrant, donc là, Eurodac, la préfecture l'accueille. Et la préfecture, lui, en fait, c'est la seule manière, c'est le seul moment, pardon, où elle a une action, une possibilité de décider. Elle va l'envoyer auprès de l'OFPRA. Théoriquement, il peut y avoir des irrecevabilités, on peut en retenir sur certains cas. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Alors, le terme d'apatride n'existe plus dans notre génération. Moi, j'ai connu des apatrides. Pas de liberté. Non, c'était des gens qui étaient persécutés. Grosso modo, c'était des communautés, soyons clairs, la communauté juive dans les pays de l'Est, qui à force de démembrement, surtout la Bessarabie, c'était quelques parties où le territoire changeait tous les 10 ans. Alors, la Bessarabie, est-ce qu'ils étaient russes, hongrois, roumains, biélorusses, moldaves? Voilà, on ne sait pas. Alors, à force, cette communauté, pas seulement la communauté juive, mais grosso modo la communauté juive, se sentait apatride. Les Arméniens se sont sentis apatrides. Les Levantins, sur les échelles du Levant, se sentaient apatrides, étaient protégés par certains États comme la France ou l'Italie, mais ne se considéraient pas habitants et donc ne relevaient pas de la protection d'un État, parce qu'un État protège quand même ses ressortissants. Et en tout cas, leur délivre un passeport. Ça, c'est très important. Protection, délivrance d'un passeport. C'est un peu ce qu'on demande à l'État pour voyager. Et donc, ces apatrides avaient un passeport dans Seine dans les années 20-30. Après, ça a été géré par l'ONU, l'ancêtre de l'Organisation internationale. Exactement. Et en fait, l'OFPRA, des années 50 aux années 70, gérait la protection des réfugiés espagnols de 36 à 39, avec un champ d'application de la Convention de Genève qui était extrêmement étroit, puisqu'il ne concernait, tenez-vous bien, que les étrangers qui étaient en situation de pouvoir demander l'asile avant 51-52, puisque la loi est de 52, et seulement sur le sol européen, le Conseil de l'Europe, donc sur un territoire et dans un laps de temps extrêmement défini. Ça a changé quand on a ratifié la Convention de Carnot, 67-71, et là on a étendu notre protection à quasiment tous les États signataires, c'est-à-dire à peu près aux États membres de l'Organisation des Nations Unies. À partir de ce moment-là, vous avez des années 50 à 70, l'OFPRA, c'est une toute petite administration qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, qui a été logée dans un coquet hôtel particulier rue Copernic, que je connais bien, après qui a été logée dans l'hôtel Majestic, qui est l'hôtel Lutetia aujourd'hui, dans une partie d'une des dépendances du ministère des Affaires étrangères. Réfugiés espagnols, réfugiés très faiblement hongrois, réfugiés chiliens en 73. En 73, vous avez 1600 demandeurs d'asile sur le territoire national. Donc c'est une gestion qui est assez facile et c'est une gestion qui se fait par leurs compatriotes qui connaissent très bien les tenants et aboutissants et qui connaissent très bien si la personne qui va demander l'asile est véritablement persécutée, puisqu'ils se connaissent tous. Ce sont des réseaux politiques en général, d'aide, donc ce n'est pas des réseaux économiques. Et tout va s'effondrer ou tout va s'industrialiser en 30 ans, puisqu'en 2007 est créée la Cour nationale du droit d'asile qui succède à la commission de recours qui était dans les soupapes du palais royal, et c'était des conseillers d'État qui faisaient ça, soit qu'ils étaient en activité, soit qu'ils étaient à la retraite et qui s'occupaient du recours. Hein. Donc l'OFPRA, la préfecture envoie vers une procédure rapide, accélérée, on dit, ou normale. Tenez-vous bien, la procédure accélérée, l'OFPRA doit statuer en 15 jours.
Dans l'espèce, c'est plutôt 5 mois. Procédure normale, c'est 6 mois. En l'espèce, c'est plutôt 7-8 mois. D'accord? Donc, si les choses se passaient bien, comme l'a décidé le législateur, 15 jours, il me semble que c'est la loi de 2015, il y a eu une vingtaine, une trentaine de lois en 20 ans, 40 ans, donc on s'y perd. Même moi, je m'y perds. Si ça suivait, même l'OFPRA a un budget de 103 millions d'euros, il y a quand même 1000 personnes à plein temps. Donc c'est quand même une grosse administration. Si la pratique suivait l'intention du législateur, une personne qui vient d'un pays d'origine sûre, c'est-à-dire vous avez 13 pays, entre autres l'Inde, la Géorgie, l'Albanie, le Kosovo, enfin tous les pays de l'ex-Yougoslavie, eh bien ça ne tarderait pas et le système pourrait perdurer. Mais là, vu le volume, la masse des demandeurs d'asile, même pour les pays d'origine sûre, même pour les personnes qui ont refusé leur prise en emprunt, même pour les personnes qui ont déjà demandé le réexamen, même les personnes qui ont raconté, on va dire, des salades en Bouddha, même des personnes qui ont triché sur leur parcours et qui présentent des faux, c'est à peu près les 5-6 critères exhaustifs pour la procédure accélérée, ça ne marche pas. Vous avez la procédure en 6 mois et au bout, on va dire, de 7-8 mois, vous avez une réponse de l'OFPRA. Asile, protection subsidiaire, en tout cas bénéficiaire de la protection internationale. La personne qui est déboutée de sa demande, elle a une deuxième chance. C'est-à-dire qu'elle peut déférer la décision dans un intervalle d'1 mois devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est une énorme juridiction qui concentre autant de moyens que les 8 cours administratives d'appel. Et là, qui est une procédure administrative gérée par des magistrats professionnels ou des magistrats en retraite et des anciens hauts fonctionnaires, assesseurs et les assesseurs HR. On y reviendra après. Donc, devant l'OFPRA, vous avez 71% de déboutés. Ils étaient 90 en 2012. Il y a quand même une expansion très importante. Et devant la CNDA, vous arrivez à 60% de déboutés. Vous avez, jusqu'à Matteux, grosso modo 40% de personnes qui obtiennent une décision favorable entre l'OFPRA et la CNDA, ce qui est considérable. La CNDA a une jurisprudence qui est très favorable aux demandeurs d'asile. Un Tchétchène qui avait été condamné en France pour des actes terroristes, l'OFPRA avait refusé la poursuite de l'asile au bout de 10 ans, parce que c'est au bout de 10 ans qu'il y a un renouvellement de ces jeux. La CNDA l'a accepté, pour je ne sais plus quelle raison, mais en tout cas elle l'a accepté, et l'OFPRA, c'est une des rares fois où un représentant de l'OFPRA était présent devant la CNDA, et l'OFPRA a fait un recours devant le Conseil d'État qui a gagné, que l'Office a gagné. Donc, généralement, l'OFPRA ne se préoccupe pas trop du suivi de ces dossiers devant la CNDA. Parce que la CNDA a un plan propre, je pourrais vous exposer. Donc, vous avez une extension juridique. Vous avez une extension par le volume, parce que de toute façon, plus le volume est important, plus le titre sera décerné. Vous avez 56 000 titres fondés sur la protection internationale qui ont été délivrés dans notre pays en 2022. Alors vous avez quand même 130 000 demandes qui ont été présentées par l'OFPRA devant l'OFPRA en 2022. Vous avez 134 000 dossiers, puisqu'il y a les stocks, la gestion des stocks, ce n'est pas toujours les mêmes chiffres, qui ont été arbitrés, traités par l'OFPRA. Vous avez plusieurs dizaines de milliers de cas, on doit approcher les 60 000 de recours et d'examen des recours qui ont été traités par la CNDA. Donc vous avez des volumes qui sont très importants, pour ne pas employer le terme de colossaux. Donc, au fur et à mesure que vous avez un élargissement
du droit de la protection internationale, au fur et à mesure que vous avez un nombre le plus important de demandes, mécaniquement, vous aurez une protection qui sera de plus en plus accordée. Alors, pour vous donner un chiffre, l'OFPRA, c'est non seulement l'examen, l'instruction de la demande d'asile, mais c'est aussi la gestion de l'état civil, puisque c'est les vrais bénéficiaires, les vrais réfugiés, ne peuvent plus avoir de passeport, ils n'ont pas accès à l'état civil dans leur état d'origine, donc c'est l'OFPRA qui s'occupe de ça. L'OFPRA gère 500 000 états civils de bénéficiaires de la protection internationale. Donc on en arrive à des chiffres très importants, et comme je ne sais pas si vous avez dit, on attend 200 000 demandeurs d'asile aujourd'hui dans notre pays. Quel est le critère aussi qui est très important, c'est que l'État ne s'en occupe pas, par OBUDA. Les personnes sont logées dans des CADA. Donc, le CADA, c'est Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Ça a été popularisé parce que l'État veut le relocaliser en province, sur le territoire, comme dit complètement aujourd'hui, pour éviter l'atrophie du CADA dans les cités plus urbains, que ce soit l'Île-de-France, la Rhône-Alpes, etc. Et donc, vous avez 50 000 places en CADA, en tout pour le dispositif national d'accueil, parce que tout ça c'est des termes très technocratiques. Présabscon, vous avez 120 000 places qui coûtent 1,2 milliard à minima. Et après, pour le logement. Si c'est pour le logement, le logement du demandeur d'asile. Après, vous avez la gestion du logement du débouté. Mais les logements du débouté, ce qu'on appelle le logement d'urgence, c'est aussi le logement du demandeur d'asile, parce que là, tout est confondu. Vous avez 200 000 places pour un budget de 3 milliards d'euros. Ce n'est pas les mêmes ministères. Demande d'asile, c'est intérieur. Logement d'urgence, c'est les gens qui sont à la rue, pour être clair. C'est le SDF, c'est le conjoint battu qui ne sait pas où aller. C'est la personne qui voit son appartement brûler, c'est la personne qui n'a pas payé son loyer, et puis, comme il y a une très importante immigration en France, c'est l'étranger qui ne sait pas comment se loger. C'est-à-dire qu'il y a une vraie crise du logement en France. Celui qui en pâtit le plus, c'est celui qui a le séjour le plus précaire, la vie la plus précaire. Donc, ça. Là, les deux critères, immigration et précarité, se croisent souvent. Ce n'est pas toujours les mêmes critères, ils ne se superposent pas toujours, mais en tout cas, ils se rejoignent souvent. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez un coût qui est très important, et on estime à 50% le nombre de demandeurs de déboutés qui sont en situation irrégulière dans le logement d'urgence, des déboutés et d'autres issus de l'immigration régulière. Donc c'est un vrai problème. Je dis entre 120 000 plus 200 000, ça fait 320 000 logements pour un coût à minima de 4 milliards, sans compter le coût de la location à la demande d'asile, sans compter les coûts médicaux, parce que vous avez, alors, il faut toujours distinguer entre celui qui tous en profitent, mais tous ne sont pas des personnes qui veulent tricher. Mais à minima, vous avez des personnes qui, au lieu de demander l'asile en Grèce, au lieu de demander l'asile dans d'autres pays qui ne bénéficient pas de la couverture sociale et médicale que nous avons en France, le demandent en France pour bénéficier d'opérations très lourdes. À Metz, par exemple, les Albanais et les Géorgiens ont totalement perturbé des services entiers, que ce soit pour du dialyse, que ce soit pour d'autres services dont je n'ai plus le nom en tête, mais ça désorganise énormément. Donc vous avez des filières qui savent que pendant le temps d'instruction de la demande d'asile,
vous allez pouvoir trouver du travail, être soigné, bénéficier d'opérations très lourdes, très coûteuses, que vous ne pourriez pas avoir dans votre pays. Donc, à minima, soit ce sont des personnes qui viennent pour des raisons économiques, soit ce sont des personnes qui sont véritablement persécutées dans leur pays, mais qui, pendant l'instruction de leur demande d'asile, vont pouvoir bénéficier, pour ne pas employer le terme de profiter, mais certainement d'aide que leur accorde l'État. Voilà, je vous ai fait un panorama, j'espère, le plus rapide, tout en étant le plus exhaustif, pour vous donner un peu le sens de l'importance de la demande d'asile en France, de la stratégie, de la manière dont l'État la traite, et de toute façon de l'échec du retour dans leur pays d'origine. Finalement, et ce sera ma conclusion éphémère, sur 100 personnes qui ont sollicité le bénéfice d'une protection internationale, seulement 5 rentrera dans son pays. Encore une fois, je ne sais pas, en tout cas 5 oui et non pas 5%, parce qu'au fur et à mesure de la possibilité qu'ils ont, le pourcentage va diminuer. Voilà. Donc je vous ai dressé et brossé un tableau, j'espère, le plus exhaustif, dans le temps le plus rapide. Tu as brossé parfaitement le tableau. Sans développer, effectivement, parce qu'on a laissé aux gens la possibilité de découvrir dans ton ouvrage, il y a aussi tout un point de la question de l'immigration, du droit d'asile, qui est dévolu à la logique des acteurs, et tu brosses un portrait parfaitement clair de ce genre de choses qui justifie effectivement le sous-titre de ton film, c'est arrêter d'un système dévoyé, coûteux, mais aussi militant. Voilà, dévoyé, je vous l'ai exposé juridiquement, coûteux, je vous ai donné quelques chiffres. Alors, pourquoi militant? Bon, parce que c'est une frange de la population, soit par conviction, soit par idéologie, qui veut accueillir de plus en plus de personnes, y compris en étant conscient de ce détournement. Voilà, que ce soit clair. Alors, ceux qui sont conscients de ce détournement et qui en bénéficient, ce sont les passeurs, qui varient sur le chiffre d'affaires, des passeurs entre 8 milliards et 30 milliards annuels en dollars. Ah ouais. Et oui, c'est un véritable. Les personnes ne les contrôlent ou passent leur argent. Personne ne contrôle, c'est difficile, hein, parce que déjà que sur la voie publique, l'État est incapable vous en êtes de plus en plus conscient, oui. L'État est de plus en plus incapable d'assurer la tranquillité publique. En tout cas, il faut aussi comprendre que l'État est incapable d'assurer la police des étrangers, qui a toujours été, en matière juridique, une police réglementaire, exercée par la puissance publique. Donc aujourd'hui, l'État ne sait pas combien il y a d'étrangers sur notre territoire. Ne connaît pas la population de certains départements comme la Seine-Saint-Denis à plusieurs centaines de milliers d'habitants près. Je ne sais pas combien il y a de personnes déboutées dans les centres d'urgence, dans la question du logement. Ne sait pas combien de QTF sont exécutés. Avec des centres de rétention administrative, il n'y en a que 25 en métropole. Vous avez seulement 1850 places. Donc c'est très difficile. En fait, la solution, enfin bon, j'en viendrai après, je termine sur les associations. Vous avez des associations qui aujourd'hui, qui font passer la frontière, qui aident, qui gèrent les établissements, qui gèrent l'aspect aide, représentation devant l'OFPRA. L'OFPRA est tenue d'auditionner les demandeurs, alors qu'elle n'était pas il y a 20 ans, est tenue. Le demandeur a le droit d'être accompagné par un représentant d'une association ou par un avocat. Devant la CNDA, l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire la prise en charge par l'État, mais c'est-à-dire par vous et moi, du coup, de la défense, est automatique. Il n'y a même pas de bureau qui gère ça. Vous avez énormément d'aide aux demandeurs d'asile, le tout géré par les associations,
et le tout convoyé par des passeurs qui bénéficient à des demandeurs qui sont animés par des raisons économiques. Quand on prend les 4 nationalités, Afghanistan, l'Afghanistan, les talibans sont au pouvoir. Il n'y a plus de guerre, donc normalement il aurait pu y avoir des protections subsidiaires. Ceux qui sont persécutés, bon, ils peuvent demander l'asile dans des pays limitrophes. Bangladesh, c'est à 95% économique. Turquie, c'est aussi économique où ils peuvent le demander dans les pays limitrophes. Géorgien, un pays d'origine sûre, pareil. Les Congolais, les Ivoiriens, les Guinéens, bravo. Bon, franchement, ce sont peut-être des nationalités à qui on accorderait. Il reste encore un peu de Syriens, ils doivent encore bénéficier avec un effet retardataire d'une action, à bénéficier depuis 2013 dans les proportions de science. Et les contraintes européennes dans tout ça Alors, c'est un domaine partagé, madame. Donc, les contraintes, moi j'emploie le terme de corseté. En fait, la difficulté, c'est que quand je me rappelle jeune aux États généraux de l'opposition sur l'immigration en 90, c'était Sarkozy et Bayrou. Les deux sont encore des acteurs de premier plan, surtout Bayrou. Ouais, mais on avait quand même proposé la fermeture des frontières. Alors c'est plus possible aujourd'hui parce que vous avez Schengen. Parce que vous avez la Cour de justice de l'Union européenne qui condamne la France quand elle fait des contrôles aux frontières dans une bande de 20 km. C'est plus difficile. Vous n'avez pas la possibilité, suivant la législation européenne, de contraindre le demandeur d'asile ou même le demandeur de séjour. Dans un premier temps, vous n'avez pas la possibilité de contraindre pénalement. Vous n'avez plus le délit de séjour sur le territoire irrégulier qui a été aboli par Hollande. Alors quand on me dit droite-gauche c'est la même chose, nous sommes compris quand je participe à certaines manifestations politiques encore samedi dernier, je sursaute parce que bon, quand Claude Guéant était aux affaires, il y avait beaucoup plus de conduite à la frontière. Il avait pris une circulaire restreignant la possibilité pour un étudiant de se retrouver sur le marché du travail. Et la première des choses qu'a fait le gouvernement d'Hérault, c'est de supprimer la circulaire Guéant, tenez-vous bien, fin mai 2012. C'est-à-dire que, je reprends les dates, constitution du gouvernement, ça va être vers le 20 mai, Hérault. 10 jours après, à minima, c'est la suppression de la circulaire Guéant. C'est la suppression en décembre 2012 du délit du séjour irrégulier. Donc il y a une vraie différence entre la droite. C'est une volonté de réduire la question des frontières. Clémentine Autain à la radio, dans Libération, explique qu'elle souhaite, alors elle emploie des termes qui sont très pesés, mais elle souhaite qu'il y ait à terme une disparition des frontières. Voilà, donc, il y a une volonté pour les gens, pour les membres de ces associations, pour une partie de la gauche et pour une totalité de l'extrême gauche, de la suppression des frontières. C'est la volonté d'accueillir tout le monde. Et donc le droit d'asile, ils savent que c'est un développement, mais ils vont s'en glorifier, en tout cas ils reconnaissent en disant oui on sait que, mais nous voulons que tous viennent. Donc nous ne nous sentons pas gênés par ce dévoiement. Donc c'est un système militant. Et voilà, dans mon livre, je donne le nom des associations, je donne le nom des fonds. C'est pour la première fois. C'est fascinant. Et je comprends mieux pourquoi, à part Europa, le Figaro, CNews, je n'ai pas été très souvent invité dans les grands médias parce que je décortique le système. Et toute personne qui lit mon bouquin va vous dire c'est très pédagogique, c'est très décortiqué. Donc une fois qu'ils l'ont lu, compliqué d'en faire une publicité. Moi je l'ai fait pour que au moins le grand public sache ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que des gens qui ne soient pas juristes, alors je décortique un peu tout ce que je vous dis, je l'expose de manière plus ordonnée, mais au moins que les personnes sachent comment ça se passe, qui détourne,
Je terminerai là-dessus. Il y a des moyens, que ce soit à la frontière, que ce soit par la notion de pays sûr, que ce soit par la notion de Chine ou de pays tiers sûrs. Il y a une manière, madame, qui me posait la question de l'Europe, il y a une manière de s'en sortir. C'est-à-dire que la question, elle est sur l'arrivée des frontières. Il ne faut pas être idéologue. Je trouve que si les aides étaient les mêmes dans chaque pays. Non, elles ne sont jamais les mêmes dans chaque pays. Oui, il y a toujours un socle qui est commun. Voilà. C'est-à-dire, c'est soit une directive, soit un règlement. La directive, comme vous le savez, elle nécessite une transposition. Et donc l'État la transpose à minima ou à maxima. Et le règlement, c'est l'application directe. Mais c'est mixte, donc, puisque c'est un droit qui est partagé. Donc, à minima, on a des frontières. La question, c'est que c'est une question européenne parce que nous avons des frontières communes. Alors, soit on se retire d'un certain nombre d'accords européens ou même de conventions internationales, et on gère l'Asie, mais c'est compliqué parce que ça serait une Europe à la carte. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien n'est impossible. Le Royaume-Uni l'a montré, le Danemark l'a montré, la Hongrie l'a montré. Donc, chacun de ces pays, je l'explique dans mon livre, il y a eu des instruments qui ont été mis en place pour faire tomber la demande d'asile quasiment à zéro. Donc, il y a la possibilité de faire. Que ce soit les LR ou un autre parti, ils réclament un référendum. Oui, c'est nécessaire pour des questions juridiques. Et puis c'est nécessaire pour que le peuple donne un avis. C'est pas seulement un référendum, pas seulement un impact juridique, mais un impact quand même d'expression de la volonté quand même de nos concitoyens. C'est quand même la base de la démocratie. C'est l'arme nucléaire aussi, l'arme nucléaire. C'est l'arme nucléaire pour les questions constitutionnelles européennes qui sont extrêmement compliquées. Il y a une abrogation qui fait que chaque demande est compliquée. Moi, ce que je voudrais, c'est que la demande soit traitée à la frontière européenne, qu'on se mette d'accord avec des partenaires. Et si on ne se met pas d'accord avec nos partenaires, dans ces cas-là, on reprend la gestion de nos frontières. Ça coûte très cher, mais avec des moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, c'est possible. Donc, sortir ou renégocier, et en tout cas peser de tout notre poids en Europe pour obtenir un traitement de la frontière, de l'asile à la frontière. Et un traitement beaucoup plus coercitif, et un traitement où on enferme le demandeur. Je ne pense pas que ce soit, si les délais sont rapides, et si on traite bien un demandeur, c'est pas, il n'y a rien d'infamant à enfermer quelqu'un le temps de traiter sa demande. Enfin, il est invité. Non, moi je pense qu'il faut enfermer administrativement. Vous avez des centres de rétention, on examine votre demande, soit en marche de l'Europe, soit dans des centres, vous êtes enfermé. Donc ce que je demande, c'est que vous soyez bien traité. Et puis le plus vite sera, le mieux sera. Le problème, c'est qu'en Europe, le filtrage, là, le dernier. C'est compliqué l'Europe, parce qu'il y a une question de trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Les trois, il y a des co-législateurs aujourd'hui, donc c'est très compliqué par rapport à il y a 20 ans. Tout ça, c'est compliqué avec Lisbonne, c'est compliqué avec Lisbonne. Maastricht, c'était plutôt des instruments de service, mais ça commençait, il y avait l'histoire des trois piliers, où il y avait la volonté d'avancer sur un certain nombre de domaines. On s'en sortait encore à peu près, mais avec Lisbonne, avec d'autres traités, dans le monde reviendra, c'est plus compliqué. Amsterdam, Lisbonne, et celui de Castello à Lisbonne. C'était avant, je crois. C'était avant Amsterdam. Donc ça s'est complexifié, et puis c'est vrai que moi j'ai fait du droit européen, mais ce n'était pas ma spécialité. J'ai dû me remettre au droit européen. C'est complexe. Vous avez des structures qui se sont complexifiées. Vous avez quand même une Union européenne où il y a 27 membres. Pas facile de s'entendre. Vous avez une Europe qui, quand je dis Europe, c'est l'Union européenne évidemment, qui veut relocaliser les migrants et non pas les arrêter à la frontière. Enfin, c'est très complexe. On ne va pas tout de suite résoudre le problème de la migration.
en tout cas, le problème de l'immigration aujourd'hui se confond le plus aisément avec la demande d'asile. Voilà, donc vous aurez compris, c'est un problème complexe, coûteux, partagé, c'est un droit, une compétence partagée avec l'Union européenne, donc c'est pas facile. Et c'est vrai que, on va dire concrètement, les demandeurs d'asile arrivent aux marches de l'Europe, c'est-à-dire ils n'arrivent pas tout de suite chez nous, mais sur le territoire national. Donc ça serait bien d'arriver à se mettre d'accord, toujours dans un esprit de coopération avec nos partenaires. Donc c'est pas facile. Nous, on n'a plus des instruments juridiques pour le traiter nous-mêmes. Vous avez compris qu'on l'État n'a pas le droit de les traiter soi-même, parce que petit à petit, il s'est affranchi de toute possibilité. L'OFPRA, vous comprendrez qu'il y a la loi de 2015 de mémoire qui prévoit que l'examen se passe en toute indépendance par les officiers de protection. Donc l'État s'est lui-même interdit de jeter un œil. Il pourrait très bien dire, dans certains cas, je me réserve le droit pour les questions. Alors on va toujours vous mettre un peu d'ordre public, mais c'est un minima. Il y a dans la loi, il y a dans les directives européennes des outils que l'on pourrait utiliser, mais c'est tellement complexe. Et il y a cette complexité et l'importance des volumes à traiter qui fait que l'État n'y arrive plus. Ça lui coûte extrêmement cher. Il s'est délaissé au profit des administrations, des associations. Il s'est délaissé au niveau de l'OFPRA où il ne commande plus rien, alors qu'il pourrait le faire, avec une application plus fine de la convention. Et donc oui, je gère la demande, quitte à ce qu'il y ait un double degré d'examen, pas de juridiction, mais c'est ce que demandent les traités, en tout cas les instruments internationaux. Donc il pourrait changer le système nationalement, il pourrait mieux appliquer les directives. Il ne le fait pas par manque de compétences, par manque de volonté et parce qu'il se heurte à des volumes trop importants. Il devra engager une masse d'argent pardonnez-moi, dont il ne dispose de moins en moins aujourd'hui. Donc c'est pas facile pour lui. Il n'a pas voulu prendre le problème à bras le corps parce que jusqu'en 2012 ça tenait à peu près là. C'était 60 000 demandes d'asile. Il y avait des reconductions qui étaient plus importantes. Il y avait des taux de refus de FRA qui étaient plus importants. Donc c'est depuis 10 ans que ça s'est endommagé. C'est depuis 10 ans où il y avait soit un gouvernement où la gauche et l'extrême gauche sont alliés, soit vous avez un gouvernement social-démocrate où vous avez un chef de l'État qui n'est pas passionné par ces questions, en tout cas qui n'arrive pas à les résoudre. Donc je m'arrêterai là sur une vision plus politique que des considérations plus juridiques et plus frappé d'objectivité. Moi, j'ai décrit un système. Après, vous verrez dans mon livre que je tends quelques perches. Moi, ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que j'aurais bien compris que la question est en partie du ressort de l'Union européenne. Dans le trilogue, vous avez l'opportunité de toucher deux des acteurs du trilogue, qui est le Conseil et le Parlement. C'est-à-dire, c'est à vous de voir en 2024 si l'asile est une question importante, dirimante, principale ou accessoire dans votre vote. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire quelque chose. Dans mon introduction, c'était le nom et le dévoilement. Alors, ma conclusion, c'est ça vous appartient. En tant que citoyen, vous avez cette opportunité ou ce devoir. Prenez-le comme vous voulez, vous désignez ce qu'on appelait auparavant les représentants des États au Parlement européen. Maintenant, ça s'appelle des parlementaires européens directement. Ça s'est quand même très fédéralisé, très internationalisé. Il y a toujours cette hésitation entre le caractère fédéraliste ou pas de l'Union européenne. On ne va pas jusqu'au bout, ou on y va, on s'est trop avancé. C'est ça pour moi aujourd'hui l'Europe. Non, mais c'est un en même temps qui remonte à
qui ne répondent pas au président de la République. C'est un temps qu'on essaye de gérer depuis un minimum basique. Est-ce qu'on veut, ah oui, il faut peser internationalement. Bon, donc nous allons nous réunir, mais en fait c'est pas vrai. Je vais vous donner cette 79, les premières élections européennes. Première sélection, suffrage universel, je vais vous donner encore une fois sur la question de l'asile. En 2016, il y a ces grandes migrations. 2016, en une nuit la chancelière, seule, comment dire seule. Donc pour les gens d'une certaine génération, les gens qui sont comme moi attachés à une certaine souveraineté, et en tout cas qui regardent avec une certaine perplexité certains de leurs voisins, et bien en tout cas l'Allemagne seule a conclu un accord avec la Turquie en mettant 6 milliards sur la table qu'elle a fait avaliser par le Conseil européen le lendemain. C'est pas la France, vous voyez moi je dis que... Et puis elle les a envoyés en France. Non, n'exagérez pas, madame. Nous n'arrivons pas à des solutions, à des conclusions trop hâtives parce que c'est tellement technique et c'est tellement difficile que moi je me garde bien d'arriver à des solutions trop hâtives. Mais l'absurde, je sais bien le général de Gaulle qui nous parlait d'absurde déclare. Eh bien, ça sera le même conclusion. En matière de poésie, vous arrivez encore à l'absurde. Merci. Oui, je sais pas. Ouais, je voulais dire sur du moment, une ou deux questions très rapides. Non, c'est juste pour dire que il m'a appris beaucoup de choses, que moi j'étais jeune, je voyais ça à la télé, tout ça, je me dis bon, mais là il m'a tombé bien en main. Et puis il faut acheter son bouquin. Alors on en a deux. deux. Ça, c'est on en a deux. On en a deux. C'était le stock de Lamartine, parce qu'effectivement on avait plus. Quand j'y suis. Il y en avait plus. Il y en avait plus, ça s'est vendu déjà. Le livre se diffuse petit à petit. Ça se diffuse, ça s'infuse. Ça s'infuse. Moi je suis venu ici par amitié pour Benoît, que je connais depuis très longtemps. Je considère que c'est un devoir pour moi de faire partager ma connaissance. Oui. Après, c'est à vous, si vous êtes intéressé d'acheter le livre, de le lire, de le méditer, de le travailler, et pour ensuite le diffuser dans la société civile, soit l'offrir, soit d'en parler. Mais encore une fois, moi je dis toujours, c'est la responsabilité de chacun. On offre le début, puis après chacun se détermine. Chacun se détermine par son vote, chacun se détermine par son engagement, chacun se détermine en achetant une publication. Et c'est pour ça que je suis contre la gratuité. Et après, chacun se détermine en achetant des ouvrages. Et puis celui qui ne veut pas, il fait la politique qu'on lui impose. Et d'ailleurs, tu dis dans ton introduction, tu es en quelque sorte la voix de tes confrères. Alors c'est l'IHESI. L'IHEMI, parce que c'est transformé maintenant, c'est sécurité intérieure. Bon, voilà, sans trop déflorer tout ce qui s'est passé, parce que je tiens à une certaine confidentialité, il y a une certaine prudence dans l'expression, mais si je suis avocat, j'ai parole qui libre, du moment qu'elle ne porte pas atteinte à la réputation d'autrui. L'IHEMI, la plupart ce sont des fonctionnaires, mais qui ne voient pas qui n'ont pas cette possibilité de... Alors déjà, qui n'ont pas cette possibilité de s'exprimer, mais surtout qui ne sont pas conscients de cet enjeu du détournement de ce qu'ils gèrent. Quand vous gérez, vous ne voyez plus, vous n'êtes plus vous ne surplombez plus les problèmes. Mais c'est ça la difficulté de l'administration aujourd'hui, c'est qu'elle se contente de gérer. Et vous n'avez plus c'est aux politiques de déterminer des axes. L'administration, pour moi, elle doit être neutre et appliquer le ministre et le chef de son administration, il est responsable devant le Parlement. Ça s'arrête là. L'administration fait ce qu'on vient de faire, dans le respect de la légalité. Mais si vous n'avez pas des buts qui sont clairement exprimés de l'administration, c'est un bateau libre. Chacun va faire son travail le plus correctement possible, mais chacun le fait. Donc les gens que j'ai vus font leur travail, mais n'ont pas
cette vision. J'ai essayé de rappeler exactement ce déploiement pour reconsidérer dans une certaine perspective, remettre dans une certaine perspective cette question. Ton sujet, en fait, c'est un sujet bien particulier qui a des multiples enjeux au niveau politique, financier, juridique, internationaux. Ce sont des ramifications. Ce sont des ramifications. À partir de la demande d'asile, vous allez vous apercevoir, comme je le disais dans mon propos introductif, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas une simple question juridique, qui est très complexe. Il y a toujours une exception à l'exception à l'exception, et je peux vous dire que c'est pas facile, c'est très compliqué. Moi j'aime beaucoup le droit, donc je me suis régalé, mais je peux vous dire qu'à chaque fois il y a une exception, il y a des notions à bien maîtriser. Les textes, il y a, quand vous parlez, vous exprimez devant le grand public, parfois il y a des spécialistes qui peuvent dire ah oui, vous n'avez pas parlé de l'effectivité, vous avez confondu protection subsidiaire et demande d'asile. C'est extrêmement compliqué, et c'est cette complexité qui fait que l'administration parfois a du mal à exécuter les mesures. Et c'est un domaine en particulier où finalement on voit le mal général de l'État, où l'administration administre et le politique ne gouverne plus. Parce qu'ils ne connaissent pas les subtilités. Moi j'ai vu des tas de gens qui se prononçaient sur la question d'Annecy, j'ai tout entendu, de tout et de son contraire. Moi je sais ce qui s'est passé à Annecy, bon, je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais encore une fois c'est un manque de contrôle de l'État sur sa gestion administrative des étrangers. Ça s'arrête là. Ouais, sûr. Donc, je ne veux pas rentrer dans une politique, dans une polémique, parce que la question est tellement complexe que tant mieux tant mieux ou tant pis, mais l'État s'en tire parce que personne n'y a rien compris. Voilà, écoutez, moi je crois que je prends une petite boisson en terrasse avec un petit cigare que offrir à Benoît, et j'espère que je vous aurai éclairé. Merci beaucoup. Merci. Voilà.